Salutations et bienvenue sur cette vidéo fort explicative qui va parler d'analyse. Manga qui a marqué plus d'une génération, One Piece est une œuvre titanesque. Un univers recherché, unique et original, développé sur plus de 100 tomes par Eiichiro Oda, notre guide suprême. Dans sa grande épopée, notre cher protagoniste, Monkey D. Luffy, rêvant de devenir un jour le roi des pirates, intervient dans des événements importants permettant de développer l'intrigue, les personnages et d'étoffer son univers. Aujourd'hui, je vais donc me pencher sur un de ces arcs et procéder à une analyse. 7ème arc de One Piece, commençant au chapitre 603 et se concluant au chapitre 653, soit environ 50 chapitres, il est l'un des arcs les plus critiqués de la série. Attaquons-nous donc à l'arc des hommes poissons. Après la retrouvaille de 2 ans d'ellipse, les Mugiwara sont partis pour rejoindre le Nouveau Monde. Mais pour y arriver, ils doivent passer sous Red Line, en passant par le royaume Ryū, l'île des hommes poissons situant à 10 km sur les océans. Cette île avait déjà été évoquée officiellement à Water 7 au chapitre 435, avec Kokoro et Shimne. Mais elle a été évoquée officieusement durant l'arc d'Arlong Park, 2 îles qui traitent de cette espèce que sont les hommes poissons. On vous place un peu de contexte pour faire l'intro de l'arc, mais on tient à vous préciser qu'il faut impérativement avoir lu ou regardé l'arc dans son ensemble, car on va être obligé de spoiler à certains moments. Cette analyse sont pour les personnes qui souhaitent réfléchir et possiblement remettre en question leur vision de l'œuvre, en étudiant le travail de 2 passionnés qui ont longuement travaillé sur le sujet pour vous apporter leur vision. Les bases étant posées, on va maintenant s'attaquer aux fondamentaux. Pour commencer, on va traiter de plusieurs points que l'on remarque à la première lecture, des points facilement compréhensibles. Un des plus gros points forts de l'arc, à notre sens, et la qualité stratosphérique des planches du manga. Oda peut rester régulier et enchaîner plusieurs planches incroyables tout en postant un chapitre par semaine. L'exploit est d'autant plus grand quand on sait que Oda fait pratiquement la majorité de ses planches seul. Le niveau des antagonistes est aussi un point énormément critiqué, car les gens s'attendaient à des combats ultra serrés et Mugiwara en sang. Mais si on y réfléchit 2 minutes, les Mugiwara reviennent juste de leur entraînement des 2 ans. Quel est leur intérêt de balancer toute leur technique directement, surtout qu'on n'est officiellement pas encore dans le Nouveau Monde? Et surtout, pensez au niveau de l'équipage de Odi. Ce sont juste des hommes poissons les plus forts de l'île. Ils n'ont pas connu la surface. Ils ne sont donc pas énormément éloignés du niveau de l'équipage d'Arlong. Sans drogue, je précise. C'est drogue qui rend 10 fois plus puissant et un outil d'Oda pour simplement remettre à niveau les hommes poissons un minimum. Oda peut aussi se permettre de réserver le Gear 4 100 chapitres plus tard, car il sait très bien gérer la hype. Il n'est pas obligé de tout caler au début pour garder ses lecteurs attentifs. Le rythme et l'attention sont aussi 2 points bien gérés de sa part. La saga entière possède 50 chapitres, commençant au chapitre 603 et se concluant au chapitre 653, soit 4,5 tomes. Aucun chapitre n'est inutile à l'intrigue, sauf quelques moments si on aime pas rire. Le premier tome est l'introduction de l'arc. Le 2e tome est le flashback de Tiger et Otohime. Le 3e tome est le début de la bataille et le 4e tome est la fin de la bataille et le dernier finit avec des révélations importantes pour la suite de l'aventure et littéralement le début du prochain arc. Tout est condensé et rien ne doit être retiré, sinon le propos qui vous est traité sera écourté et incompris. Vous devez aussi bien comprendre que la construction de l'île des hommes poissons n'est pas la même que tous les autres arcs. En effet, la saga possède uniquement l'île des hommes poissons à l'intérieur. Il n'y a pas d'arc de préparation comme pour Dressrosa avec Punk Hazard ou comme Water 7 avec Ines Lobby. La construction se doit donc d'être beaucoup plus rapide et efficace, ce qui les diminue en complexité mais pas en qualité. C'est aussi le cas pour la saga Thriller Bark, qui possède le même schéma constructif. Et étrangement, sont les arcs les moins appréciés, car beaucoup n'arrivent pas à faire cette différence primordiale. Faire le même arc en 20 chapitres et vous aurez la moitié des informations et surtout une thématique sans suite et bâclée. On verra avec la suite de la vidéo que chaque chapitre de l'arc est primordial pour sa compréhension finale. Chaque arc traite un gros thème en particulier. Ce que l'arc des hommes poissons développe en globalité est la thématique du racisme, mais plus précisément du cycle de la haine. Le racisme envers les hommes poissons n'apparaît pas avec cet arc. On avait déjà durant les événements de Sabaody avec le marché aux esclaves, le dégoût et la peur des humains face aux hommes poissons. Kami et Hachi en faisant directement les frais. Durant Arlong Park, c'est peut-être moins évident, mais on pouvait se demander pourquoi Arlong avait une haine viscérale du genre humain. On aura donc droit à un flashback sur la situation des hommes poissons il y a 10 ans, et mettant en scène 2 personnages importants partageant le même but, mais pas les mêmes façons de faire, Fisher Tiger et la reine Otohime. Fisher Tiger, pouvant donc faire penser à Malcolm X, développe des méthodes très violentes. Personnage très charismatique, il était adoré que ce soit dans le quartier des hommes poissons où il y prendra la tête, jusqu'au trône du royaume Ryūgu. Cette montée en notoriété se fera en grande partie grâce à son exploit d'avoir attaqué Marijois et de la libération d'une grande partie des prisonniers. Réussissant donc à fédérer énormément de monde, beaucoup d'hommes poissons, dont d'anciens esclaves, formèrent l'équipage du Soleil. Afin de cacher pour certains leur ancienne marque d'appartenance au dragon céleste, tous se firent marquer du symbole du soleil. Le but premier de cet équipage était la protection de leur héros, Fisher Tiger, qui était devenu l'ennemi du gouvernement
en s'attaquant à l'endroit le plus sacré du monde. A noter que malgré les manières violentes d'attaquer les bateaux transportant les esclaves, Fisher Tiger est totalement contre le meurtre. Pour lui, tuer des humains revenait à perdre, à être comme eux. Or, il faut montrer que les hommes-poissons n'aspirent pas au meurtre et n'ont pas de haine envers le genre humain. Ceci pour ne pas perpétuer le cycle de la haine. C'est en montrant un grand altruisme envers une enfant qui était propriété des dragons célestes et en la restituant à ses parents, qu'il se fera trahir par ces derniers. Pris en embuscade par le gouvernement, il se fera fusiller, le blessant mortellement. Malgré tout, il sut fuir et repartir au bateau, mais son état critique nécessitait une transfusion de sang. Le seul sang disponible était du sang humain, et contre toute attente, Fisher Tiger refusa de le prendre. Il avait la haine des hommes, et les détestait plus que tout. Il refusait de se soumettre aux humains, et par la même occasion, vivre avec cette haine pouvant se propager. C'est à ce moment qu'il révéla qu'il fut un esclave des dragons célestes, et qu'il vit toutes les monstruosités que pouvaient faire les hommes. Dans ces derniers instants, il fit promettre à ces hommes de ne rien dévoiler sur ce qu'il s'était passé. Il ne fallait pas que cette haine se diffuse. Que ce soit pour les hommes-poissons ou les humains, le futur était les enfants encore innocents et non corrompus par la haine. Il s'éteignit alors, laissant un équipage qui se divisera par la suite. Otohime, quant à elle, s'apparente bien plus à Martin Luther King avec une volonté du vivre ensemble très pacifiste. Elle fera tout pour favoriser les rapports amicaux entre les deux espèces. Pour ça, elle mobilisera ses concitoyens pour signer une pétition pour montrer l'engouement du peuple du royaume Ryugu à participer à la rêverie. Tous les jours, elle fera également le tour de l'île afin de sauver les naufragés humains. Bien qu'elle y mettait toute son âme, la haine était plus forte et peu d'hommes-poissons signèrent la pétition. Le jour où tout basculera lorsqu'un dragon céleste s'échouera sur l'île. Même dans une position de faiblesse, il reste condescendant avec un comportement raciste envers les hommes-poissons. Alors qu'il allait se faire descendre, la reine Otohime prend la balle à sa place. Son but était simple, ne pas perpétuer le cycle de la haine et ne laissant pas les enfants voir ces horreurs. C'est en repartant avec le dragon céleste qu'elle fera des négociations et reviendra sur l'île des hommes-poissons avec une lettre officielle invitant les représentants du royaume Ryugu à la rêverie. C'était donc de nouvelles signatures qu'il fallait, l'occasion n'était que trop belle. Symboliquement, les premiers à donner leur signature étaient des enfants. La génération qui était l'espoir et le futur de la nation. Malgré tous leurs efforts, il y a une personne que Otohime et Tiger n'ont pu sauver. Une personne qui avait déjà sombré dans la haine et la violence, et qui a causé la mort de la reine. Car ce dernier trouvait ses dirigeants trop laxistes envers les humains. Cette personne, c'est Odie Jones. Odin Jones, l'antagoniste de l'arc, énormément critiqué car énormément incompris. Beaucoup se basent sur la puissance du personnage pour l'évaluer en bon antagoniste, alors que sa complexité n'en découle pas de ce point. Il possède une haine viscérale des humains, mais pourquoi finalement? Né et élevé dans le quartier des hommes-poissons, où ils sont laissés à l'abandon entre eux durant la détention de Tiger à Marijoa, Arlong prit la décision de prendre en charge le quartier des hommes-poissons. Cet événement marque un tournant pour l'avenir des hommes-poissons, car malgré l'envie de Tiger de ne pas propager sa haine aux générations futures et de ne pas engendrer de démons, Arlong dérogea à la règle en racontant comment les humains sont des êtres malfaisants. L'armée royale a aussi une part de responsabilité dans cette montée de la haine, due à son inaction. Njimbe a de facto aussi une part de responsabilité en faisant partie de cette même armée alors qu'il venait des quartiers défavorisés comme Arlong. Des membres du quartier des hommes-poissons prirent ça comme une trahison de la part de Njimbe. Tout ça pour expliquer que Odie n'avait pas le choix que d'écouter les discours de haine d'Arlong, car c'était le seul qui leur racontait le monde extérieur. Arlong ne lui a pas appris le respect envers ses hommes-poissons. C'est pour ça que Odie s'en prend même aux siens. C'est pour ça que Odie dit que les humains ne lui ont rien fait, car c'est la vérité. C'est juste une coquille vide qui est la cause du mauvais traitement des quartiers des hommes-poissons. Odie, porteur d'idéologie d'Arlong, est persuadé d'être le héros de l'île, le sauveur de la race des hommes-poissons. Son objectif est de promouvoir la race des hommes-poissons qui se considèrent enfin à la juste valeur. Jinbe dit à Luffy que le seul moyen de battre Odie idéologiquement est d'accepter aussi le rôle de héros de l'île et de laisser décider les habitants de qui sera le véritable héros de l'île. Car même si en apparence on pourrait facilement dire que c'est Luffy le sauveur, ce n'est pas aussi simple que ça. Mettez-vous à la place d'un habitant de l'île qui voit un humain étranger détruire encore un homme-poisson. Le cycle de la haine ne serait pas détruit et les gens penseraient encore que c'est la faute des méchants humains qui viennent détruire leur pays. Les hommes meurent, mais les idéologies restent. C'est pour ça que Luffy ne peut pas simplement one-shot Odie directement au début de la bataille, car ça n'aurait eu absolument aucun impact sur les habitants. Luffy qui tente de détruire le Noah qui essaie de s'écraser sur l'île, là c'est un facteur puissant. Shiroshi qui appelle à l'aide Luffy pour sauver son père, ou Fukaboshi qui fait la requête à Luffy de détruire le passé des hommes-poissons,
de détruire la haine qui s'est développée dans le quartier des hommes passants pour tout recommencer à zéro, ce sont aussi des éléments qui sont obligatoires pour la conclusion de l'arc. Le moment où Luffy est blessé alors qu'il a sauvé l'île, personne ne lui donnait son sang, de peur de déroger à la loi interdisant de le faire. Jinbei se porte volontaire et décide d'échanger son sang avec un humain. C'est de par uniquement cette scène que des siècles de souffrance et de haine prennent fin, pas avant. Mais aussi se terminent des années d'écriture pour notre cher Eiichiro Oda. Le cycle de la haine est brisé car les deux espèces en font qu'une. Le même sang coule dans leurs veines. Cette scène ne serait pas possible aussi sans la puissance monstrueuse d'Odi, seul antagoniste qui lui a ouvert ses cicatrices à ce jour. Odi sera aussi à plusieurs reprises reconnu comme puissant et résistant par Luffy lui-même. Pour finaliser cette partie sur Odi, l'apparition de Gear 5 a permis d'en apprendre un peu plus sur le parallèle entre Odi et Luffy. Notamment que les deux gagnent en puissance sur un temps limité en ayant les cheveux qui deviennent blancs et que leur effet secondaire est de devenir vieux et fripé. Ou que Luffy et Odi possèdent les mêmes habits avant leur réveil, t-shirt rouge et short bleu, et qu'après leur réveil, leurs habits deviennent blancs, sauf leur écharpe qui garde leur couleur d'origine. Il y a beaucoup d'autres liens mais je préfère mettre les points les plus parlants principalement, pour éviter de trop tirer en longueur cette partie. Pour conclure, oui, ce n'est pas un arc aussi légendaire que l'incroyable Marineford, mais il n'en reste pas moins essentiel au développement de l'intrigue et à la complexité de l'œuvre. Il apporte des pistes majeures pour la suite de l'intrigue, comme par exemple la révélation sur Shirahoshi étant l'arme antique Poséidon, ou la stèle des poneglyphes parlant de Joy Boy. La future confrontation entre Luffy et Big Mom pour prendre le contrôle de l'île des hommes poissons, mais également un possible événement qui va se produire dans le futur, avec Shirley qui voit Luffy détruire l'île des hommes poissons. Le thème est traité d'une excellente façon, permettant d'apporter une consistance à l'univers d'Oda, tout en dénonçant un sujet touchant notre réel. Je peux bien entendu comprendre pourquoi des gens en général trouvent que l'arc n'est pas si terrible. On ressort quand même de l'enchaînement Sabaody, Impel Down, Marineford, qui sont 3 arcs incroyables, que ce soit par les révélations ou les événements qui les composent. Le but de l'arc des hommes poissons est clairement d'introduire les Mugiwara après 2 ans d'entraînement dans le Nouveau Monde. Et l'équipage d'Odi se fait tout simplement détruire. Ça montre l'évolution de nos chers protagonistes. J'espère que la vidéo vous aura plu, je tenais à remercier Zony qui a fait un thread très qualitatif sur l'arc, et qui a carrément participé à cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son Twitter, mais également sur YouTube, il s'est lancé il y a pas longtemps. C'est un très grand passionné de One Piece, mais également des girafes, donc n'hésitez pas à aller le voir, il adore partager ses connaissances autour de One Piece, et bien entendu, des girafes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, carrément vous abonner si vous voulez voir un peu plus de contenu. Et ouais, nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'arc. Sur ce, on se donne rendez-vous plus tard pour une autre analyse ou une découverte manga. Que votre aventure se passe à merveille. À la prochaine.